bonsoir, et soyez les bienvenus dans un havre de paix où le temps lui-même ralentit sa course, invitant votre esprit à une douce exploration. Ce soir, nous partons pour une odyssée à travers les millénaires, vers une cité dont le nom seul évoque des échos de grandeur et de mystère. Babylone. Laissez les préoccupations de la journée s'estomper, tandis que nous remontons le fleuve du passé pour y découvrir les fondations d'une civilisation qui a profondément marqué l'histoire humaine. Babylone, la cité où les dieux descendirent sur terre, n'est pas seulement une destination géographique, c'est un état d'esprit, une mélodie silencieuse de pierres et de mythes que nous allons ensemble réveiller. Installez-vous confortablement dans le silence apaisant de votre espace. Laissez les images mentales, des dunes dorées et des palmiers bruissant au vent, se former devant vos yeux intérieurs. Nous nous apprêtons à traverser les brumes du temps, à sentir le sable ancien sous nos pieds, à entendre les murmures lointains des marchands et des prêtres qui arpentaient jadis ces rues majestueuses. C'est une invitation à la contemplation, à la découverte des racines profondes d'un savoir, d'une spiritualité et d'une ingéniosité humaine. Nous allons explorer les méandres de son existence, depuis ses humbles origines jusqu'à son rayonnement le plus éclatant, et au-delà, vers l'héritage qu'elle a légué au monde. Ce voyage dans le passé est aussi un voyage intérieur, une opportunité de se connecter aux vastes étendues de l'histoire, d'apprécier la persévérance et la créativité de l'humanité face aux défis du temps. Tandis que nous nous aventurons dans cette ancienne terre, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à laisser un j'aime si ce voyage vous apporte sérénité. Partagez en commentaire la ville ou la période historique qui, plus que tout autre, captive votre imagination et permettez à la communauté de se tisser autour de ces échos ancestraux. Que votre esprit s'apaise, que vos pensées vagabondent librement à travers les paysages babyloniens que nous allons ensemble peindre. Permettez à votre souffle de s'approfondir, à votre corps de se détendre. L'air ambiant est maintenant empreint des parfums d'encens d'une époque lointaine, des échos de chants rituels et du lent courant de l'Euphrate. Les voiles de l'histoire se lèvent délicatement, révélant une Mésopotamie fertile, le berceau même de la civilisation. Notre attention se tourne maintenant vers les premiers pas, les fondations primitives sur lesquelles des millénaires de grandeur seront érigés. Laissons le temps s'effacer et entamons notre exploration des origines de Babylone, cette ville mythique qui a traversé les âges. Le récit des origines de Babylone s'ancre dans la vaste étendue de la Mésopotamie, terre entre les fleuves, le Tigre et l'Euphrate, dont le nom grec signifie littéralement « entre les fleuves ». Cette région, un croissant fertile au cœur de l'actuel Moyen-Orient, fut le berceau d'innovations qui allait transformer l'humanité. L'emplacement stratégique de la future Babylone, sur les rives de l'Euphrate, à environ 90 km au sud de l'actuel Bagdad, lui conférait un avantage géographique indéniable. La topographie de la Mésopotamie méridionale, un delta formé par les alluvions des deux fleuves, offrait un sol d'une fertilité exceptionnelle, mais exigeait une domestication constante de ses ressources hydriques pour prévenir les inondations dévastatrices et irriguer les terres arides. Les crues de l'Euphrate, généralement entre avril et mai, déposaient un limon riche, mais leur imprévisibilité nécessitait une ingénierie hydraulique complexe pour transformer ce potentiel en abondance agricole. Les premières communautés sédentaires firent leur apparition dans cette région bien avant l'émergence de Babylone, dès le 6e millénaire avant notre ère, durant la période d'Ubaïde, environ 6500-3800 Nitsan,
Averici C. Ces pionniers apprirent à maîtriser les eaux capricieuses des fleuves grâce à des systèmes d'irrigation rudimentaires, mais efficaces. Ils creusèrent des canaux peu profonds, de quelques dizaines de centimètres de largeur et de profondeur, pour acheminer l'eau des rivières vers leurs champs d'orge et de blé. Ces réseaux d'irrigation, construits collectivement à l'aide de pelles en bois et de paniers tressés pour transporter la terre, permettaient d'augmenter significativement les rendements agricoles. Un village typique de cette époque pouvait ainsi irriguer un périmètre d'environ 5 à 10 hectares de culture, soutenant une population d'une centaine de personnes, organisées en petites communautés villageoises où la survie dépendait de la coopération et de la gestion commune des ressources. La condition matérielle de survie reposait intrinsèquement sur l'exploitation astucieuse des ressources locales. La Mésopotamie méridionale était quasi dépourvue de pierres, de métaux et de bois de construction de qualité, forçant ses habitants à innover avec l'argile omniprésente. Cette matière première, abondante et malléable, fut transformée en briques d'adobe séchées au soleil, mesurant typiquement 30 cm de longueur, 15 de largeur et 7 d'épaisseur. Ces briques constituaient le principal matériau de construction pour les maisons, les temples et les enceintes villageoises. Le processus de fabrication était simple mais laborieux. L'argile était pétrie avec de la paille hachée pour la renforcer, puis moulée dans des cadres en bois et laissée à sécher sous le soleil ardent de Mésopotamie pendant plusieurs jours. Les artisans d'Ubaïd développèrent également l'art de la poterie, créant des récipients en argile peints de motifs géométriques, cuits dans des fours primitifs atteignant des températures de 700 à 800 degrés Celsius, assurant leur solidité pour le stockage des denrées et l'eau potable. Au fil des siècles, les communautés agricoles s'agrandirent et avec elles, la complexité sociale s'accrut. La période d'Uruk, environ 3800-3100 AVJC, marqua une transformation révolutionnaire, voyant l'émergence des premières véritables cités-États. Uruk, la plus emblématique de ces cités, couvrait une superficie d'environ 600 hectares à son apogée et abritait une population estimée à 40 000 habitants. Cette concentration humaine nécessita une organisation sociale plus hiérarchisée, avec l'apparition de chefs, de prêtres et d'administrateurs. Les temples, comme le gigantesque Eanna, dédié à la déesse Inanna, devinrent les centres économiques et spirituels gérant les terres agricoles, les greniers et les ateliers. L'administration de ces vastes complexes exigea un système de comptabilité sophistiqué menant à l'invention de l'écriture cunéiforme, d'abord pictographique, puis idéographique, gravée sur des tablettes d'argile à l'aide de stylets de roseau. L'invention de l'écriture, aux alentours de 3400 avant notre ère, représente une avancée technologique et intellectuelle majeure qui révolutionna l'administration et la transmission du savoir. Les premières tablettes d'argile découvertes à Uruk, mesurant environ 5 à 10 cm de côté, enregistraient des transactions économiques, des listes de biens et des quotas de travail. Le processus d'écriture était méthodique. Un scribe prenait une tablette d'argile fraîchement préparée, de forme légèrement convexe pour faciliter la tenue, et utilisait un stylet fait d'une tige de roseau taillée en biseau. En pressant le bord biseauté dans l'argile molle, il créait des marques en forme de coin, latin cuneus, d'où le nom de cunéiforme. Une fois la tablette remplie, elle était séchée au soleil ou cuite dans un four, la rendant durable pour l'archivage. Cette technologie permit une gestion plus efficace des vastes ressources des cités-États,
facilitant l'échange d'informations et la coordination de projets d'envergure. Parallèlement à l'écriture, les Mésopotamiens perfectionnèrent leur technique artisanale. La métallurgie, d'abord limitée au cuivre natif, progressa avec la découverte du bronze, un alliage de cuivre et d'étain. Vers 3000 avant notre ère, les artisans apprirent à mélanger environ 88% de cuivre avec 12% d'étain, ce qui augmentait considérablement la dureté et la durabilité du métal. Ce bronze fut utilisé pour fabriquer des outils plus résistants comme des socs de charrue, des ciseaux, des haches et des armes plus efficaces telles que des pointes de lance et des épées courtes. Les métaux n'étant pas disponibles localement devaient être importés de régions lointaines, le cuivre d'Oman ou d'Anatolie, l'étain des plateaux iraniens. Ces échanges à longue distance stimulèrent le développement de routes commerciales et de réseaux d'approvisionnement sophistiqués, souvent par voie fluviale ou terrestre, utilisant des ânes bâtés. L'invention de la roue, vers 3500 avant notre ère, eut un impact transformateur. Initialement utilisée comme roue de potier, elle permit une production de céramique beaucoup plus rapide et standardisée, essentielle pour les besoins d'une population urbaine croissante. Peu après, la roue fut adaptée au transport, d'abord sous forme de planches de bois pleines et épaisses, fixées à un essieu pour créer des chars et des chariots. Les premiers véhicules à roues, souvent tirés par des ânes ou des bœufs, pouvaient transporter de lourdes charges de matériaux de construction, de produits agricoles ou de marchandises commerciales sur des distances plus longues et avec moins d'efforts. Un char de transport pouvait ainsi convoyer plusieurs centaines de kilogrammes de marchandises, ce qui facilita grandement la logistique des grands projets architecturaux et l'approvisionnement des cités. La formation sociale initiale se cristallisa autour de ces innovations technologiques et organisationnelles. Les premières cités-États étaient souvent théocratiques, avec le roi ou le chef de la cité agissant comme intermédiaire entre les dieux et les hommes. La société était stratifiée en classes distinctes, au sommet, les prêtres et la royauté, souvent associés, qui possédaient de vastes terres et exerçaient une autorité politique et religieuse. Venaient ensuite les scribes, artisans qualifiés, marchands et guerriers, formant une classe moyenne influente. Enfin, la majorité de la population était composée d'agriculteurs et de travailleurs manuels, dont une partie était sous diverses formes de servitude. Cette hiérarchie était maintenue par des lois coutumières et des rituels religieux qui renforçaient l'ordre social et la cohésion de la communauté, chaque individu ayant un rôle prédéfini au sein de la structure complexe de la cité. Au début du deuxième millénaire avant notre ère, la Mésopotamie était un patchwork de cités-États rivales, chacune luttant pour l'hégémonie régionale. Sumer, au sud, avait donné naissance à des dynasties puissantes comme Ur III, dont les rois avaient unifié une grande partie de la Mésopotamie sous une administration centralisée et bureaucratique, avec des textes juridiques et des projets architecturaux monumentaux, tels que la grande ziggourate d'Ur, érigée au XXIe siècle avant notre ère. Cette structure en étage, d'une hauteur d'environ 30 mètres, démontrait une maîtrise avancée de l'ingénierie et de l'organisation du travail. L'influence sumérienne, avec sa langue, sa littérature et sa religion, imprégnait toute la région, jetant les bases culturelles sur lesquelles les civilisations ultérieures, y compris Babylone, allaient s'épanouir, adoptant et adaptant des mythes, des pratiques cultuelles et des systèmes légaux. C'est dans ce contexte de dynamisme et de fragmentation politique que les Amorites, un peuple sémitique semi-nomade originaire des steppes occidentales,
commencèrent à s'infiltrer dans la Mésopotamie fertile à la fin du troisième millénaire. Leur arrivée, souvent progressive et parfois conflictuelle, introduisit de nouvelles dynamiques culturelles et politiques. Ces tribus, organisées en clans et dirigées par des chefs charismatiques, étaient connues pour leurs compétences militaires et leur capacité à s'adapter aux environnements. Initialement considérés comme des étrangers, ils s'intégrèrent progressivement aux populations existantes, adoptant la langue akkadienne et les coutumes locales, tout en conservant certains aspects de leur propre identité. Leur influence fut telle que plusieurs dynasties amorites finirent par s'établir dans diverses cités-États mésopotamiennes, modifiant la carte politique de la région. Babylone, à l'origine une ville modeste et peu influente, située sur l'Euphrate et dont le nom antique était Bab-Ilim, ce qui se traduit par « porte des dieux », commença son ascension avec l'établissement de la première dynastie amorite. Vers 1894 avant notre ère, un chef amorite nommé Sumuabum fonda cette dynastie, marquant le début d'une nouvelle ère pour la cité. À cette époque, Babylone était une agglomération de quelques dizaines d'hectares, avec une population de quelques milliers d'habitants, bien loin des métropoles sumériennes d'antan. Sumuabum s'attela à la consolidation de son petit royaume, fortifiant les défenses de la ville par l'érection de murailles en briques crues d'une épaisseur d'environ 2 à 3 mètres, et débuta la construction de temples dédiés aux divinités locales, notamment Marduk, qui deviendrait plus tard le dieu suprême du panthéon babylonien. Les successeurs de Sumuabum poursuivirent son œuvre de consolidation. Sumulael, le deuxième roi de la dynastie, régna pendant 36 ans, 1880-1845 avec J.C., et fut le véritable architecte de l'expansion territoriale de Babylone. Il conquit plusieurs villes voisines, telles que Kish et Sippar, étendant ainsi l'influence babylonienne sur une zone géographique plus large, d'environ une centaine de kilomètres carrés le long de l'Euphrate. Ces conquêtes étaient souvent le résultat de campagnes militaires minutieusement planifiées, impliquant des troupes composées de fantassins armés de lances en bronze et de boucliers en bois recouverts de cuir, soutenus par des archers utilisant des arcs composites. Les campagnes visaient non seulement à soumettre les cités rivales, mais aussi à prendre le contrôle de routes commerciales vitales et de terres agricoles productives, assurant ainsi la richesse et la sécurité de Babylone naissante. L'urbanisme de cette Babylone primitive était relativement simple, reflétant les besoins d'une communauté en croissance. Les habitations étaient majoritairement construites en briques d'adobe, des structures à 1 ou 2 étages avec des toits plats accessibles conçus autour d'une cour intérieure pour offrir intimité et protection contre la chaleur. Les rues étaient étroites et sinueuses, généralement non pavées, et le drainage était souvent assuré par des fossés peu profonds. Les temples, bien que modestes, comparés aux ziggourats ultérieurs, servaient de points focaux pour la vie religieuse et communautaire. Des sanctuaires dédiés à Marduk et à sa parèdre Sarpanitum étaient déjà en place, symbolisant l'importance croissante de ces divinités dans la cosmologie babylonienne. Ces constructions, bâties avec des briques cuites pour les fondations et les éléments exposés, montraient un début de sophistication architecturale. L'administration de la ville et des territoires conquis se développa progressivement sous les rois amorites. Un système de gouvernance proto-féodale vit le jour où des fonctionnaires royaux, les Sukkal, étaient nommés pour administrer les provinces et collecter les impôts, souvent payés en nature, céréales, bétail
produits artisanaux. Les documents administratifs, écrits en cunéiforme acadien, attestent de la complexité croissante des affaires publiques, contrats de vente, prêts, registres de terres et listes de personnel. Les rois babyloniens de cette période initièrent également des projets d'infrastructures pour soutenir leur expansion, notamment l'entretien et l'extension des canaux d'irrigation existants, certains atteignant déjà plusieurs dizaines de kilomètres de longueur et nécessitant le travail de centaines d'ouvriers. Ces canaux étaient essentiels pour irriguer les champs d'orge, principale culture céréalière, et pour approvisionner la ville en eau potable. La vie quotidienne, bien que laborieuse, était rythmée par les cycles agricoles et les rituels religieux. Les fermiers passaient leur journée à labourer la terre, avec des arères tirées par des bœufs, à semer et à moissonner l'orge et le blé, tandis que les femmes s'occupaient des tâches domestiques, du tissage de la laine pour les vêtements aux soins des enfants. Les artisans, comme les potiers et les métallurgistes, travaillaient dans leurs ateliers, souvent attenants à leur habitation, produisant les biens essentiels à la survie et au commerce. Les prêtres, vêtus de tuniques de lin blanc, officiaient dans les temples, interprétant les signes des dieux et supervisant les offrandes. Les marchés rudimentaires permettaient l'échange de produits locaux, où l'orge servait souvent de monnaie d'échange standardisée, un cycle d'argent équivalent à une certaine quantité de céréales, assurant ainsi une base économique pour la cité. La religion, profondément ancrée dans la vie mésopotamienne, fut un pilier de la formation babylonienne. Bien que les Amorites aient apporté leur propre divinité, ils adoptèrent rapidement le panthéon sumérien et akkadien, intégrant Marduk comme leur dieu tutélaire. Les temples, construits en briques d'argile séchées au soleil, avec des fondations parfois en briques cuites pour les éléments structurels essentiels, étaient des lieux sacrés où les prêtres célébraient des rituels quotidiens d'offrandes et de prières. La croyance en un cosmos ordonné par les dieux, où chaque événement terrestre était un reflet de la volonté divine, imprégnait toutes les couches de la société. Des amulettes en pierre ou en argile représentant des divinités protectrices ou des symboles apotropaïques étaient couramment portés pour assurer la protection individuelle contre les forces maléfiques, témoignant de la piété omniprésente. Ainsi, grain après grain, au fil des décennies et des règnes, Babylone tissa patiemment les fils de son destin. Ses fondations précoces, façonnées par l'ingéniosité face aux défis géographiques, par l'évolution des technologies et par l'organisation sociale et religieuse, allaient permettre un épanouissement dont les échos résonneraient à travers les âges. Comme les racines d'un arbre ancien plongent profondément dans le sol fertile, avant que ses branches ne s'élancent majestueusement vers le ciel, cette première phase de l'histoire babylonienne constitua le terreau essentiel pour la grandeur à venir. Les premiers murs érigés, les premiers canaux creusés et les premières tablettes écrites furent les murmures d'une destinée que l'Euphrate, imperturbable, continuait de bercer, préparant le terrain pour l'ère de son plus grand souverain. Au cours des siècles qui suivirent ces premières fondations patientes, alors que les murmures des premières dynasties amorites s'estompaient doucement dans les annales du temps, une ère de développement et d'expansion sans précédent s'annonçait pour Babylone. La cité, qui avait jadis été un modeste centre sur les rives de l'Euphrate, s'apprêtait à se transformer en une métropole d'une influence considérable, un phare de la civilisation mésopotamienne. Cette période charnière fut marquée par l'ascension de souverains visionnaires, par des innovations technologiques qui redéfinirent le quotidien et par une complexification des structures sociales et économiques qui façonnèrent les fondements d'un empire. Le fleuve, témoin silencieux,
continua de charrier les alluvions, symbolisant la continuité des ressources qui nourrissaient cette expansion. La figure emblématique de cette ère fut Hammurabi, le 6e roi de la première dynastie babylonienne, dont le règne de 1792 à 1750 avant notre ère marqua l'apogée de cette phase de développement. Montant sur le trône d'une Babylone encore régionalement influente, Hammurabi entreprit une série de campagnes militaires et de réformes administratives qui transformèrent la cité en la capitale d'un vaste empire. Ces stratégies n'étaient pas seulement militaires, elles incluaient une diplomatie astucieuse, formant et brisant des alliances avec les puissances voisines comme Larsa, Eshnouna et Mari. Il réussit à unifier une grande partie de la Mésopotamie sous son autorité, étendant le contrôle babylonien depuis le golfe Persique au sud jusqu'à Mari au nord-ouest, sur une superficie d'environ 160 000 km², consolidant ainsi la stabilité et la prospérité. L'un des piliers de cette expansion fut une administration centralisée et rigoureuse. Hammurabi s'entoura de fonctionnaires loyaux, des gouverneurs de province appelés Shakanakum, chargés de superviser l'agriculture, la justice et la collecte des impôts dans des régions spécifiques. Le roi lui-même était un micro-gestionnaire, comme en témoignent les milliers de lettres qu'il a laissées, détaillant des instructions précises allant de la régulation des prix du grain à la mobilisation de troupes pour la construction de canaux. Ces lettres, gravées sur des tablettes d'argile de 10 à 15 cm de côté, étaient acheminées par un réseau de messagers royaux qui parcouraient des centaines de kilomètres sur des ânes, assurant une communication fluide et une application uniforme de la loi à travers son vaste domaine. Sur le plan technologique, les systèmes d'irrigation hérités des Sumériens furent considérablement améliorés et étendus sous Hammurabi. Le célèbre canal de Hammurabi, un projet monumental, mesurait environ 40 km de long et 20 mètres de large, fournissant de l'eau à de vastes étendues de terres agricoles. Sa construction nécessita le travail de milliers d'ouvriers pendant plusieurs années, utilisant des paniers pour transporter la terre et des outils en bronze pour creuser le limon durci. Ces canaux permettaient non seulement d'irriguer les cultures d'orge, de blé et de sésame, mais aussi de contrôler les crues de l'Euphrate, protégeant les villages et les villes. Un système de vannes et de digues construits à partir de terre compactée et de pieux en bois régulait le flux d'eau, assurant une distribution équitable et prévenant les conflits pour les ressources hydriques. L'avancement de la métallurgie se poursuivit avec l'amélioration des techniques de fabrication du bronze. Les fours de fusion, désormais plus sophistiqués, atteignaient des températures de 1000 degrés Celsius, permettant un meilleur contrôle des alliages. Les artisans babyloniens devinrent experts dans la production d'outils et d'armes en bronze de haute qualité. Les haches de bataille, par exemple, avaient des têtes en bronze de 15 à 20 cm de long, fixées à des manches en bois par un œillet percé, tandis que les pointes de lance mesuraient une dizaine de centimètres, affûtées sur les bords, pour une efficacité maximale. Cette expertise non seulement équipait l'armée babylonienne, mais alimentait également un commerce florissant de produits manufacturés, les forgerons utilisant des moules en argile ou en pierre pour produire des pièces standardisées. La vie économique de Babylone reposait sur un équilibre délicat entre agriculture, commerce et artisanat. Les routes commerciales s'étendaient bien au-delà des frontières de l'Empire, reliant Babylone à l'Anatolie pour l'étain et le cuivre, au golfe Persique pour le lapis-lazuli et les perles, et à l'Égypte pour l'or. Les marchands babyloniens,
organisés en association et utilisant des caravanes d'ânes pouvant transporter jusqu'à 120 kg de marchandises par animal, échangeaient de l'orge, de l'huile de sésame, des textiles en laine contre des produits exotiques. Le système monétaire était basé sur l'argent-métal mesuré en cycles, environ 8 grammes, et en mine, 60 cycles. Mais le troc de céréales restait courant pour les transactions quotidiennes. Des documents commerciaux, comme les contrats de prêt avec des taux d'intérêt pouvant atteindre 20% par an pour l'argent et 33% pour l'orge, témoignent de l'activité économique intense. C'est dans ce contexte de prospérité et d'organisation que la vie quotidienne à Babylone prenait ses contours riches et diversifiés. Le soleil babylonien se levait tôt, vers 5 heures du matin, projetant ses premières lueurs dorées sur les toits plats des maisons en briques crues. Pour la plupart des habitants, le réveil était dicté par les appels des coqs et les premières activités de la rue. Un paysan comme Nabu, habitant une petite maison d'environ 40 mètres carrés à la périphérie de la cité, se levait pour un rapide repas composé de pain d'orge plat, cuit la veille sur une plaque chaude, accompagné d'olives conservées dans l'huile et d'une cruche d'eau fraîche avant de se diriger vers les champs situés à quelques kilomètres, portant une houe en bois à lame de bronze sur l'épaule. La journée de Nabu, le cultivateur, était entièrement dévouée aux cycles agricoles. Dès 6 heures du matin, il était déjà dans les champs d'orge, sous la surveillance d'un contremaître du temple ou du palais. Il pouvait passer des heures à irriguer, à l'aide de sa houe pour diriger l'eau des petits canaux secondaires vers les parcelles, assurant que chaque plant reçoive sa part. Ses vêtements étaient simples, une longue tunique de lin grossier, non teinte, tombant jusqu'aux genoux, et une coiffe de tissu pour se protéger du soleil ardent. Le déjeuner, vers midi, était souvent un simple repas emporté, encore du pain d'orge, des lentilles cuites avec quelques herbes sauvages et de l'eau. Le silence des champs n'était rompu que par le bruissement du vent dans les cultures et le son des outils s'enfonçant dans la terre, jusqu'à ce que la chaleur de l'après-midi ralentisse le rythme. Pour Shamash, le potier, dont l'atelier était adossé à sa maison d'environ 60 mètres carrés dans un quartier artisanal près du fleuve, la journée commençait également tôt. Vers 6h30, après un repas similaire à celui de Nabu, il se mettait à son tour de potier, une invention cruciale pour la production de masse. Le tour, une simple roue en bois montée sur un pivot, était actionnée à la main ou au pied, lui permettant de modeler des jarres de stockage, des bols à manger et des lampes à huile. L'argile, préparée méticuleusement la veille, en la pétrissant pour en éliminer les impuretés et en assurer l'homogénéité, était modelée en objet d'une symétrie parfaite. Le son de la roue tournante, le claquement régulier de l'argile frappée et les murmures des apprentis remplissaient l'atelier. La femme de Shamash, Iltani, s'occupait des tâches domestiques. Dès 7 heures du matin, elle pouvait commencer à moudre l'orge avec un mortier et un pilon en pierre, un travail physique et répétitif dont le son résonnait dans la cour intérieure de la maison. Le grain moulu servait à faire la farine pour le pain quotidien et la bière d'orge, une boisson fermentée à faible teneur en alcool, essentielle à l'alimentation babylonienne. Elle supervisait également le tissage de la laine pour les tuniques familiales, utilisant un métier à tisser vertical dont le clac-clac régulier se mêlait aux bruits ambiants. Le fil, filé à partir de la toison brute, était souvent teint avec des pigments naturels. L'indigo pour le bleu, la garance pour le rouge ou l'ocre pour le jaune, donnant des vêtements aux couleurs terreuses mais parfois vives. Dans les rues de Babylone, vers 9 heures du matin,
L'activité était à son comble. Les marchands s'installaient sur les marchés, leurs étals croulant sous les dattes séchées, les oignons, l'ail, les fromages de chèvre, le poisson séché et les pains frais dont l'arôme se mêlait à celui de l'encens brûlant des petits autels publics. Les cris des vendeurs vantant leurs marchandises, de l'orge fraîche, des figues de qualité, le brouhaha des acheteurs négociant les prix, les beuglements des bœufs tirant des chariots et le piaillement des oiseaux nichés dans les palmiers créaient une symphonie urbaine vibrante. Les ruelles étroites et poussiéreuses étaient sillonnées par une foule bigarrée, vêtue de tuniques de différentes qualités de lin et de laine, reflétant la stratification sociale. Vers la fin de la matinée, un prêtre comme Sin, en charge des rituels au temple de Marduk, pouvait être vu dans la cour du temple. Vêtu d'une longue robe de lin blanc, soigneusement pliée et exempte de toute tache, il supervisait les offrandes des fidèles, des paniers de dattes, des petits poissons frais ou des figurines d'argile représentant des animaux sacrifiés. L'air y était lourd de l'odeur sucrée de la myrrhe et du cèdre, brûlant dans des brûle-parfums en bronze. Les sons se limitaient au murmure des prières, au tintement léger des amulettes et au lent bruissement des palmes. Les prêtres passaient une partie de leur journée à lire et à interpréter les présages, inscrits sur des foies d'animaux ou des mouvements d'astres, pour guider les décisions royales et communautaires. La pause de midi, entre midi et 14 heures, offrait un répit bienvenu de la chaleur la plus intense. Les familles se regroupaient dans la fraîcheur relative des cours intérieures de leur maison autour d'un repas plus conséquent. Une sorte de ragoût d'orge et de légumes, oignons, poireaux, concombres, mijotés lentement dans une marmite en argile, sur un petit foyer. La viande était rare, souvent réservée aux jours de fête, mais le poisson de l'Euphrate était un aliment de base. Les repas étaient de partager sur des nattes tressées au sol, chacun utilisant des bols en argile et ses mains. L'eau et la bière d'orge étaient les boissons courantes, la bière étant consommée avec une paille pour éviter les résidus d'orge. L'après-midi, le travail reprenait, souvent à un rythme plus lent, jusqu'à ce que la température commence à baisser vers 16 ou 17 heures. Pour les scribes, la journée se poursuivait dans l'ambiance calme des écoles, les edubas, où les jeunes garçons passaient des heures à copier des textes cunéiformes sur des tablettes d'argile, apprenant la grammaire, les mathématiques et la littérature. Le bruit caractéristique d'un stylet de roseau s'enfonçant dans l'argile molle était le son dominant de ces salles. Un scribe expérimenté comme Ea Nazir pouvait passer 8 à 10 heures par jour à rédiger des contrats, des lettres ou des registres pour le palais ou des clients privés, utilisant des tablettes d'argile de diverses tailles et formes selon le type de document, dont certaines pouvaient atteindre 30 cm de longueur pour les textes législatifs importants. Les fins d'après-midi et les soirées étaient consacrées au repos et au loisir. Vers 18 heures, lorsque le soleil commençait à descendre, les habitants se rassemblaient parfois sur les toits plats de leur maison pour profiter de la brise du soir. Les enfants jouaient à des jeux de société comme le jeu royal dur, un jeu de stratégie complexe avec des dés et des pions. Les adultes se racontaient des histoires, des mythes épiques comme l'épopée de Gilgamesh, ou discutaient des affaires de la journée. Le dîner, plus léger que le repas de midi, était pris aux alentours de 19 heures, souvent des restes de la journée ou des fruits comme des dattes et des figues. La nuit, vers 21 heures, les rues devenaient silencieuses, éclairées seulement par la lune et les étoiles, et les rares lampes à huile brûlant dans les demeures,
avec leur douce lumière vacillante, projetant de longues ombres sur les murs de briques. Au cœur de cette effervescence quotidienne, le code de Hammurabi se tenait comme un pilier de l'ordre social et juridique. Gravé sur une stèle de diorite noire de 2,25 m de hauteur, découverte en 1901, ce corpus de 282 lois réglementait presque tous les aspects de la vie babylonienne: la propriété, le mariage, le commerce, les prix et même les salaires des ouvriers. Par exemple, la loi 128 stipulait qu'un homme ne pouvait répudier sa femme sans lui donner une compensation, tandis que la loi 215 fixait le salaire d'un chirurgien à 10 cycles d'argent pour une opération réussie sur un homme libre, mais seulement 2 cycles pour un esclave. Ce code, affiché publiquement, assurait que le fort n'opprime pas le faible, établissant une justice codifiée et visible, même si sa sévérité reflétait les normes de l'époque. Sur le plan culturel, Babylone devint un centre intellectuel. Les écoles de scribes n'enseignaient pas seulement l'écriture et le calcul, basés sur un système sexagésimal en base 60, mais aussi la littérature, la mythologie et l'astronomie. Les élèves copiaient des hymnes aux dieux, des épopées comme celle de la création, Enuma Elish, et des textes divinatoires. Des observatoires astronomiques, parfois situés au sommet des ziggourats, permettaient aux prêtres astronomes de suivre les mouvements des planètes et des étoiles, de prédire les éclipses avec une précision remarquable et d'élaborer des calendriers complexes. Ils divisaient le cercle en 360 degrés et le jour en 12 doubles heures, démontrant une compréhension avancée des phénomènes célestes, bien que leur objectif fût principalement divinatoire. Les pratiques religieuses demeuraient omniprésentes et structuraient la vie. Marduk, le dieu tutélaire de Babylone, s'éleva au rang de dieu suprême du panthéon mésopotamien sous Hammurabi. Son temple, les Agila, la maison où la tête est levée, au centre de la ville était un complexe monumental où se déroulaient des rituels quotidiens d'offrande et de prière. La fête du Nouvel An, l'Akitu, était l'événement religieux le plus important, s'étalant sur 11 jours au printemps. Elle impliquait des processions grandioses où les statues des dieux étaient transportées hors de leur temple, des rituels de purification, des drames sacrés recréant la victoire de Marduk sur la déesse Tiamat et le renouvellement symbolique de la royauté. Ces célébrations unifiaient la population et renforçaient la légitimité du souverain et l'ordre cosmique. Les ziggourats, ces tours à degrés majestueuses, étaient l'expression la plus visible de la piété babylonienne et de son génie architectural. Bien que la célèbre Etemenanki, la maison des fondations du ciel et de la terre, ne fût pas encore dans sa forme finale, sous Hammurabi, des ziggourats plus modestes existaient déjà, servant de pont symbolique entre le ciel et la terre. Construite en briques crues pour le corps principal et revêtue de briques cuites pour les faces exposées, elle s'élevait en plusieurs terrasses, chacune peinte d'une couleur spécifique, avec un sanctuaire au sommet. Leur construction mobilisait des techniques d'ingénierie complexes, avec des rampes d'accès ou des escaliers monumentaux. Ces structures nécessitaient des milliers de tonnes de matériaux et des années de travail, témoignant de l'engagement collectif dans la vénération divine. L'héritage d'Hammurabi et de cette période de développement se manifesta aussi dans la littérature. Des hymnes à sa gloire, des chroniques de ses victoires et des textes administratifs détaillés furent gravés sur des milliers de tablettes d'argile, préservant pour la postérité les détails de son règne et de la vie babylonienne.
Ces documents, souvent conservés dans les bibliothèques des temples et des palais, offraient une vision inestimable des préoccupations, des croyances et des réalisations de cette époque. Le style littéraire était à la fois pragmatique pour les textes légaux et administratifs et poétique pour les récits mythologiques et les hymnes reflétant la richesse intellectuelle de la civilisation. Ainsi, au fil des siècles, comme l'eau de l'Euphrate sculpte patiemment la terre et nourrit les palmeraies, Babylone accumula les strates de son développement. Ses avancées technologiques, cette organisation politique affinée et la richesse d'une vie quotidienne vécue sous la loi et la protection des dieux formèrent le terreau fertile d'une splendeur à venir. Cette croissance, fruit d'une ingéniosité constante et d'une persévérance collective, prépara la cité pour une ère où sa renommée allait s'étendre au-delà des déserts et des montagnes, gravant son nom dans la mémoire des civilisations. Au fil des siècles, tandis que les fondations patiemment établies sous Hammurabi avaient enraciné Babylone dans l'histoire, les courants du temps continuèrent de modeler ses contours, la menant vers un apogée de magnificence et de puissance. Cette phase de splendeur fut incarnée par le nouvel empire babylonien, une ère où la cité, tel un lotus sacré émerge des eaux de l'Euphrate, déploierait ses pétales de civilisation, de conquête et de merveilles architecturales. L'écho des dynasties précédentes se transforma en une symphonie majestueuse sous le règne de Nabuchodonosor-II, plus connu sous le nom de Nabuchodonosor II, dont la vision transforma Babylone en un mythe, un centre d'un empire qui s'étendait sur des milliers de kilomètres carrés. C'est le temps où la brique d'argile, humble matériau, s'éleva en monument défiant le temps, et où la vie quotidienne, organisée avec précision, résonnait d'une richesse inégalée. Le règne de Nabuchodonosor II, de 605 à 562 avant notre ère, marque l'apogée incontesté de Babylone, transformant la ville en un symbole durable de puissance et de raffinement. Après avoir succédé à son père, Nabopolassar, qui avait cofondé l'empire néo-babylonien avec les Mèdes en 626 avant notre ère, Nabuchodonosor hérita d'un vaste territoire et d'une soif de grandeur. Sa première décennie fut dominée par des campagnes militaires visant à consolider et à étendre les frontières de l'empire. Il s'avança jusqu'à la Méditerranée, pacifiant les régions instables et sécurisant les routes commerciales vitales pour l'économie babylonienne. La victoire décisive de Carchemish en 605 avant notre ère contre les Égyptiens sur les rives de l'Euphrate fut un moment charnière, lui accordant le contrôle de la Syrie et de la Palestine et étendant ainsi le domaine babylonien sur près de 200 000 km². L'une des manifestations les plus frappantes de cette puissance fut la transformation architecturale de Babylone sous Nabuchodonosor II. La ville fut entièrement reconstruite et embellie, devenant un chef-d'œuvre de l'ingénierie et de l'art babylonien. Les murs de la ville, déjà impressionnants, furent renforcés et doublés. L'enceinte extérieure, longue de 18 km et haute de plus de 15 mètres, était composée de briques d'argile crue, tandis que les fortifications intérieures, de 10 mètres d'épaisseur, étaient revêtues de briques cuites jointes par du bitume, un goudron naturel résistant à l'eau. Ces défenses, ponctuées de 103 tours de guet espacées de 50 mètres, étaient si massives qu'elles étaient considérées comme imprenables, protégeant une cité d'une superficie d'environ 1000 hectares. Au cœur de cette magnificence s'élevaient les Temenanki, la ziggourate dédiée à Marduk, souvent associée à la légendaire Tour de Babel. Bien que ses origines remontent à des époques plus anciennes,
Nabuchodonosor II la fit restaurer et élever à des dimensions colossales. La base de cette tour à degrés mesurait 90 mètres de côté et elle s'élevait à une hauteur égale divisée en 7 terrasses successives, symbolisant l'ascension vers les cieux. Des millions de briques crues formaient le corps de l'édifice, tandis que les façades étaient revêtues de briques cuites, chaque rangée étant liée par une couche de bitume de 5 cm d'épaisseur. Un sanctuaire d'une vingtaine de mètres de hauteur, couronné de tuiles émaillées bleues, se dressait au sommet, offrant une vue imprenable sur la ville et servant d'observatoire astronomique où les prêtres astronomes suivaient les mouvements des corps célestes. L'entrée principale de la ville intérieure, la célèbre porte d'Ishtar, était une œuvre d'art et d'ingénierie sans égale. Érigée vers 600 avant notre ère, elle était construite avec des briques émaillées d'un bleu profond, rehaussées de figures animales, en relief, d'un jaune doré et blanc. 60 lions majestueux, symboles de la déesse Ishtar, s'alignaient sur le mur d'approche, tandis que les murs de la porte elle-même étaient ornés de 57 dragons mouchouchus, créatures hybrides associées à Marduk, et de 14 aurochs, bœufs sauvages liés au dieu Hadad. La porte, d'une hauteur d'environ 15 mètres, était flanquée de 2 tours massives de 25 mètres et s'ouvrait sur la voie processionnelle, un chemin sacré de 20 mètres de large, pavé de dalles de calcaire rose et blanc, menant directement au temple d'Esagila et à l'Etemenanki. Ces édifices n'étaient pas seulement des symboles de pouvoir, mais aussi des centres de la vie quotidienne et spirituelle. Les vastes palais royaux de Nabuchodonosor, notamment le palais sud et le palais d'été, couvraient des dizaines d'hectares. Le palais sud, avec ses 7 cours intérieures et ses salles aux murs recouverts de carreaux émaillés et de bas-reliefs polychromes représentant des scènes de chasse et de guerre, abritait des milliers de fonctionnaires, de scribes et de serviteurs. Les jardins luxuriants du palais, irrigués par des systèmes complexes de pompes et de canaux à partir de l'Euphrate, offraient une oasis de fraîcheur et de parfum. Les ingénieurs utilisaient des machines à vis et des seaux fixés à des roues pour élever l'eau sur les terrasses successives, permettant la culture d'arbres exotiques et de fleurs, même sous le soleil ardent de la Mésopotamie, une prouesse d'une ingéniosité hydraulique rare. C'est dans l'éclat de cette Babylone resplendissante que la vie quotidienne atteignait un niveau de sophistication et de dynamisme. Dès les premières lueurs de l'aube, vers 5 heures du matin, les rues commençaient à s'animer. L'air, encore frais de la nuit, portait les premières odeurs de fumée de bois s'élevant des foyers domestiques et le parfum sucré des dattes. Les boulangers, debout depuis des heures, sortaient leur pain d'orge et de blé fraîchement cuit des fours en terre cuite, dont l'arôme se répandait dans les ruelles. Les vendeurs ambulants commençaient à installer leurs charrettes, tandis que les porteurs d'eau, avec leurs cruches d'argile de 10 litres sur les épaules, se dirigeaient vers les puits publics ou les bras de l'Euphrate pour approvisionner les ménages. Les marchés babyloniens, situés principalement près des portes de la ville et le long de la voie processionnelle, étaient des centres bouillonnants d'activités humaines et de commerce. Vers 8 heures du matin, ils étaient à leur apogée. Les étals regorgeaient de marchandises, dattes sèches et fraîches, figues, oignons, lentilles, pois chiches, poissons séchés de l'Euphrate et de la mer, et occasionnellement de la viande de mouton ou de chèvre grillée, dont l'odeur épicée se mêlait au parfum d'encens provenant des petits hôtels privés. Les potiers vendaient leurs jarres de stockage de 50 litres pour l'huile ou le grain.
et leurs lampes à huile en terre cuite à des prix allant de quelques cycles d'argent pour des objets courants à plusieurs mines pour des pièces d'artisanat finement travaillées. Un cycle d'argent, pesant environ 8 grammes, pouvait acheter 60 litres d'orge ou une vingtaine de litres d'huile de sésame. Les sons des marchés étaient une symphonie urbaine complexe, le brouhaha des conversations, les cris des marchands vantant leurs produits, dattes de la meilleure qualité, huile de sésame pure, le cliquetis des pièces d'argent échangées, les beuglements des bœufs tirant des charrettes chargées de produits agricoles, et le bêlement des chèvres. Au-dessus de ce tumulte, on pouvait entendre le tintement des clochettes des ânes et le murmure des palmiers dattiers agités par la brise. Les rues, bien que pavées dans les quartiers centraux, étaient souvent poussiéreuses et étroites, mais animées par une foule bigarrée de Babyloniens vêtus de tuniques de lin ou de laine, des artisans aux marchands aisés, des soldats aux prêtres, chacun portant des signes distinctifs de son statut social, de la finesse du tissu à la présence de bijoux en or ou en lapis lazuli. La journée du citoyen babylonien était rythmée par le travail et les loisirs. Pour un architecte royal comme Sinidina, supervisant la construction d'une nouvelle section du palais vers 9 heures du matin, la tâche exigeait une précision méticuleuse. Il vérifiait que chaque brique, mesurant environ 33 cm de côté et 7 cm d'épaisseur, était posée selon un plan rigoureux. Il s'assurait que le mortier de bitume, préparé en mélangeant du goudron naturel avec des agrégats fins, était appliqué uniformément pour garantir la solidité des murs. Le bruit des maçons travaillant avec leurs truelles, le chant des ouvriers déplaçant des paniers de terre et le grincement des poulies remontant les matériaux résonnaient sur les chantiers, sous le soleil déjà haut. Dans les quartiers résidentiels, les femmes géraient le foyer. Une femme comme Nana, épouse d'un scribe, passait sa matinée à préparer le repas de midi. Vers 10 heures, elle pouvait être occupée à moudre le grain avec un mortier et un pilon en basalte, un mouvement répétitif dont le son rythmique était familier dans la cour intérieure de sa maison de 70 mètres carrés. Elle préparait une sorte de pain plat et des galettes à base de farine d'orge ou de blé. Les ingrédients, achetés au marché ou cultivés dans de petits jardins, comprenaient des lentilles, des pois chiches, des oignons, de l'ail, des poireaux et des herbes sauvages. La bière d'orge brassée à la maison à partir de malt d'orge fermenté était une boisson essentielle et nourrissante, consommée avec une paille pour éviter les dépôts. Les repas étaient des moments de rassemblement familial. Vers midi, quand le soleil atteignait son zénith et que la chaleur devenait intense, les familles se retiraient dans la fraîcheur des maisons, souvent construites autour d'une cour centrale, pour le repas principal. Assis sur des nattes tressées au sol, ils partageaient des ragoûts de légumes et d'orge, parfois enrichis de poissons frais de l'Euphrate ou de viande séchée. Le repas pouvait être accompagné d'olives conservées dans l'huile et de dattes sucrées, offrant une saveur contrastée. L'eau fraîche, conservée dans des jarres poreuses qui la gardaient fraîche par évaporation, était servie à profusion. Ces moments de partage étaient marqués par des conversations calmes, le léger bruit des ustensiles d'argile et le chant lointain des oiseaux s'abritant de la chaleur. Les écoles de scribes, les Edouba, continuaient de jouer un rôle central dans la vie intellectuelle de la cité. Les jeunes garçons, futurs administrateurs, prêtres ou marchands, passaient leurs après-midi de 14 à 17 heures à copier des textes cunéiformes sur des tablettes d'argile. Le son distinctif du stylet de roseau s'enfonçant dans l'argile molle
remplissaient les salles d'études. Ils apprenaient la grammaire akkadienne et sumérienne, les mathématiques basées sur un système sexagésimal, base 60, qui leur permettait de réaliser des calculs complexes d'air, de volume et d'intérêt. Des poèmes épiques, des mythes de création et des hymnes aux dieux étaient également étudiés, transmettant un riche patrimoine culturel. Un scribe expert comme Nabushumu-Libur pouvait passer des heures à rédiger des contrats de vente, des lettres diplomatiques ou des registres pour le temple d'E-Sagila, utilisant des tablettes d'argile de formats variés, certains documents légaux atteignant 30 cm de hauteur. Les soirées étaient dédiées au repos et aux activités sociales. Vers 18 heures, alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes pourpres et dorées au-dessus des zigguras, les habitants montaient souvent sur les toits plats de leurs maisons. De là, ils profitaient de la brise rafraîchissante et observaient la voûte céleste. Les enfants jouaient à des jeux de société comme le jeu royal dur, un jeu de stratégie sophistiqué impliquant des dés et des pions, ou écoutaient les récits des exploits de Gilgamesh. Les tavernes, des lieux animés où l'on pouvait boire de la bière d'orge et manger des amuse-gueules simples, devenaient des centres de socialisation où les nouvelles de la ville et les rumeurs du palais étaient échangées, le tout dans une ambiance chaleureuse de rire et de conversation. Les pratiques religieuses demeuraient la colonne vertébrale de la société babylonienne, omniprésente dans tous les aspects de la vie urbaine. Le temple d'E-Sagila, la maison au front haut, dédiée à Marduk, était le plus grand et le plus somptueux des lieux de culte, s'étendant sur des milliers de mètres carrés au cœur de la ville. Chaque matin, dès le lever du soleil, les prêtres effectuaient des rituels quotidiens d'offrandes et de prières, présentant à la statue cultuelle du dieu des mets raffinés, des libations de vin et des parfums précieux. L'air y était lourd de l'odeur entêtante de l'encens de myrrhe et de cèdre, brûlant dans des brûle-parfums en bronze. Les murmures des prières et les chants rituels remplissaient les cours intérieures, créant une atmosphère de dévotion solennelle. Le festival d'Akitu, la célébration du Nouvel An, était l'événement le plus spectaculaire et le plus important de l'année, s'étalant sur 11 jours au printemps, au mois de Nisanu, mars-avril. Il commençait par des rituels de purification dans le temple d'E-Sagila. Les jours suivants voyaient des processions grandioses, où la statue de Marduk, vêtue de robes brodées d'or et de lapis-lazuli, était portée le long de la voie processionnelle, de la porte d'Ishtar jusqu'à la Bit Akitu, maison d'Akitu, un petit temple en dehors des murs de la ville. Des milliers de citoyens, vêtus de leurs plus beaux atours, suivaient la procession, au son des lyres, des tambours et des flûtes, leurs voix se mêlant dans des chants d'adoration. La statue était baignée symboliquement dans les eaux de l'Euphrate, symbolisant le renouvellement du monde. Pendant l'Akitu, des drames sacrés étaient joués, recréant la victoire de Marduk sur la déesse Tiamat, une histoire de création et d'ordre cosmique. Le roi lui-même, Nabuchodonosor II, participait à des rituels humiliants pour réaffirmer sa dépendance envers Marduk, puis était réinvesti symboliquement de son pouvoir, garantissant la fertilité de la terre et la prospérité de l'Empire pour l'année à venir. Des banquets publics étaient organisés, où la population partageait des festins de pain, de bière et parfois de viande sacrificielle, renforçant les liens communautaires. Ces célébrations ne se limitaient pas à la sphère religieuse, elles unifiaient la population, renforçaient la légitimité du souverain et rappelaient l'ordre divin qui soutenait la grandeur de Babylone. L'administration impériale, sous le règne
de Nabuchodonosor II était une machine bien huilée. Le roi, considéré comme le vicaire terrestre de Marduk, détenait le pouvoir suprême. Il était assisté par un réseau complexe de fonctionnaires, les Shakanakum, gouverneurs de province, les Shapirou, chefs de district, et les Rab-Rishi, hauts fonctionnaires du palais. Des milliers de scribes travaillaient sans relâche, transcrivant des décrets royaux, des registres de taxation, des contrats de commerce et des correspondances diplomatiques sur des tablettes d'argile. Les archives royales, conservées dans des salles spécialement construites à l'intérieur du palais, contenaient des dizaines de milliers de documents, offrant une mémoire administrative précise et un contrôle minutieux sur toutes les facettes de l'Empire. Sur le plan économique, Babylone maintenait son statut de carrefour commercial majeur. Les routes caravanières traversaient le désert, reliant la Mésopotamie à l'Égypte, à l'Anatolie, à la Perse et même aux lointaines contrées de l'Indus. L'orge, l'huile de sésame et les textiles de laine babyloniens étaient échangés contre des métaux précieux comme l'or de l'Égypte, l'étain de l'Anatolie, le cuivre de Chypre, ainsi que des pierres précieuses comme le lapis-lazuli d'Afghanistan, l'ivoire de Syrie et le bois de cèdre du Liban. Les marchands, souvent regroupés en de puissantes associations, utilisaient des contrats écrits et des lettres de crédit pour faciliter les transactions à grande échelle. Le système d'argent-métal, basé sur le cycle et la mine, était complété par des lettres de change et des contrats de partenariat. Le développement scientifique et intellectuel atteignit également de nouveaux sommets. Les prêtres astronomes babyloniens raffinèrent leurs observations célestes, notant les positions des planètes et des étoiles avec une précision remarquable sur des tablettes d'argile, parfois pendant des siècles. Ils élaborèrent des tables astronomiques complexes, permettant de prédire les éclipses lunaires et solaires avec une marge d'erreur de quelques minutes. Leur système de division du temps, de l'espace et des cercles, 360 degrés pour le cercle, 60 minutes dans l'heure, 60 secondes dans la minute, reste à la base de nos systèmes modernes. Ces connaissances, bien que souvent utilisées pour la divination et l'astrologie, pour prédire l'avenir du roi et de l'Empire, représentaient une avancée scientifique fondamentale, témoignant d'une observation patiente et d'une rigueur mathématique impressionnante. La littérature babylonienne de cette époque fut marquée par des hymnes royaux glorifiant Nabuchodonosor II, des chroniques détaillant ses victoires militaires et ses projets de construction, et une compilation et une réécriture des mythes et épopées plus anciens. La bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive, bien que détruite par les Babyloniens, inspira sans doute l'entretien de vastes collections de tablettes dans les temples et les palais de Babylone, préservant ainsi des milliers de textes pour la postérité. Ces œuvres, gravées sur des tablettes d'argile de formats variés, depuis de petites tablettes de 10 cm pour les registres courants jusqu'à des stèles de plus de 2 mètres pour les inscriptions royales officielles, offraient une fenêtre inestimable sur la pensée, les croyances et l'histoire de la civilisation. Ainsi, dans la splendeur apaisante de ces murs d'azur et sous le regard vigilant de l'Etemenanki s'élevant vers les astres, Babylone atteignit un zénith de sa puissance et de sa gloire. Cette floraison, fruit d'une ingéniosité collective et d'une volonté impériale, grava des traces profondes dans le sable du temps, des échos de sa grandeur qui traverseraient les millénaires. Pourtant, même au sommet de son éclat, comme les saisons qui inévitablement tournent, les prémices de transformations inéluctables commençaient à se dessiner, des murmures lointains qui porteraient en eux le souffle d'une nouvelle ère pour la grande cité.
Les décennies qui suivirent cette période de splendeur babylonienne, pourtant, ne furent pas un long fleuve tranquille. Sous la surface brillante de la grandeur de Nabuchodonosor II, des courants de changement imperceptibles commençaient à sculpter de nouvelles réalités, tandis que les fondations, bien que robustes, allaient être soumises aux épreuves du temps et des ambitions humaines. La mort de Nabuchodonosor II, en 562 avant notre ère, marqua non pas un effondrement immédiat, mais le début d'une ère de transformation et de défis internes, où la stabilité dynastique allait s'éroder comme une rive sous l'assaut répété des flots, ouvrant la voie à des pressions externes grandissantes et à des mutations profondes de l'équilibre politique. L'Empire, naguère monolithique, allait ressentir les premières fissures dans son édifice, annonçant une nouvelle phase de son histoire faite d'incertitudes et de réalignements. La succession de Nabuchodonosor II fut loin d'être sereine, une suite de règnes éphémères qui témoignaient d'une instabilité politique croissante au cœur du palais. Son fils, Amel-Marduk, monta sur le trône en 562 avant notre ère. Son règne, cependant, fut bref et contesté, ne durant que 2 années. Les annales royales babyloniennes, gravées sur des tablettes d'argile, le décrivent comme un souverain manquant de la poigne nécessaire pour maintenir l'ordre impérial que son père avait forgé avec tant de détermination. Il fut assassiné en 560 avant notre ère, victime d'une conspiration menée par son propre beau-frère, Nergal-Shar-Usur, un général influent et membre de l'élite babylonienne. Cette première passation de pouvoir sanglante, dans l'ombre des grands monuments de briques cuites, fut le signal d'un affaiblissement de l'autorité centrale, un murmure inquiétant dans les couloirs du pouvoir. Nergal-Shar-Usur, également connu sous le nom de Nériglissar, régna de 560 à 556 avant notre ère, bien qu'il ait tenté de restaurer une certaine stabilité par des campagnes militaires dans l'ouest de l'Empire, notamment en Cilicie, et par des projets de construction visant à légitimer son pouvoir. Il restaura, par exemple, le temple d'Hésida à Borsippa, utilisant des briques d'argile de 32 cm de côté et de 6 cm d'épaisseur, scellées au bitume. Son règne fut également trop court pour inverser la tendance. Son propre fils, Labashi-Marduk, lui succéda en 556 avant notre ère. Ce dernier, un enfant ou un très jeune homme, ne régna que quelques mois avant d'être lui aussi éliminé lors d'une nouvelle conjuration de palais. Ces successions rapides et violentes ébranlèrent la confiance des élites et de la population, semant un désordre dont les échos se répercutaient jusqu'aux confins des provinces, menaçant la cohésion d'un empire bâti sur la force et la discipline. C'est dans ce climat d'incertitude et de fragilité que Nabonide, Nabu-Naïd, accéda au trône en 556 avant notre ère. Contrairement à ses prédécesseurs immédiats, Nabonide n'était pas issu de la lignée royale directe de Nabuchodonosor II, ce qui posa dès le départ la question de sa légitimité. Il était un dignitaire respecté, un érudit et peut-être un général dont les liens avec la prêtrise du dieu Sin, la divinité lunaire, étaient profonds. Pour asseoir son autorité et tenter de se démarquer de la spirale de violence dynastique, Nabonide entreprit des réformes religieuses audacieuses qui allaient cependant s'avérer profondément clivantes. Il chercha à élever le culte de saint au-dessus de celui de Marduk, le dieu tutélaire de Babylone et protecteur de l'Empire, dont l'Etemenanki et le temple des Agila étaient les centres névralgiques. Les actions de Nabonide concernant la religion furent spécifiques et mesurables.
Il se dédia à la restauration de nombreux temples à travers la Mésopotamie, non seulement pour Marduk, mais surtout pour Sin et d'autres divinités plus anciennes ou locales. Le plus notable fut son travail sur le Hul-Hul, le temple de Sin à Ur, une cité dont l'importance religieuse remontait à des millénaires. Il y fit reconstruire des murs de pierre calcaire de 30 mètres de longueur et de 20 mètres de largeur, utilisant des briques estampillées de son propre nom, une pratique courante chez les rois mésopotamiens pour marquer leur contribution. Ces initiatives, perçues par certains comme un signe de piété, furent interprétées par la puissante prêtrise de Marduk à Babylone et par une partie de la population comme une trahison ou une déviation des traditions sacrées établies par les dynasties précédentes qui avaient toujours placé Marduk au pinacle du panthéon babylonien. Le décalage entre la politique religieuse de Nabonide et les attentes du peuple babylonien, particulièrement de la classe sacerdotale de Marduk, créa une tension palpable. La non-célébration du festival d'Akitu pendant plusieurs années, en raison de l'absence du roi ou du déplacement des statues divines, fut une source majeure de discorde. Ce festival du Nouvel An, étalé sur 11 jours au printemps, était essentiel pour le renouvellement symbolique du cosmos et la légitimation du pouvoir royal. Son annulation, perçue comme un signe de mauvais augure et un affront à Marduk, engendra un profond mécontentement, affaiblissant le lien sacré entre le souverain et ses sujets. Les murmures de désapprobation se faisaient de plus en plus forts dans les rues de Babylone, et l'odeur de l'encens de Marduk brûlant dans le temple d'Esagila semblait parfois moins parfumée, comme si les dieux eux-mêmes retenaient leur souffle. Puis vint l'énigme de l'exil volontaire de Nabonide à Théma, une oasis située au cœur du désert d'Arabie, à environ 800 km au sud-ouest de Babylone. Cet exil dura une dizaine d'années, de 553 à 543 avant notre ère. Les raisons exactes de ce départ restent un sujet de débat parmi les historiens. Dévotion religieuse excessive aux dieux saints, stratégie politique pour contrôler les routes commerciales arabes lucratives, ou peut-être même une tentative d'échapper à la pression politique et religieuse de Babylone. Quelle qu'en fût la cause, cette longue absence fut un facteur de déstabilisation majeur pour l'Empire. Le roi confia la régence de Babylone à son fils, Belchar-Usur, mieux connu sous le nom biblique de Balthazar, un arrangement inédit et risqué. À Théma, Nabonide entreprit de grands projets de construction, transformant l'oasis en un véritable avant-poste babylonien. Il y érigea des palais de briques cuites, des temples dédiés à saints et d'autres divinités, et de vastes fortifications reproduisant les techniques architecturales de Mésopotamie. Il fit notamment bâtir une muraille de 3 mètres d'épaisseur et de 10 mètres de hauteur autour de la ville, utilisant des blocs de grès locaux et des briques d'adobe. Des systèmes d'irrigation sophistiqués furent mis en place pour soutenir l'agriculture, canalisant l'eau des puits profonds de 60 mètres vers des jardins luxuriants. Théma devint, durant cette décennie, une sorte de nouvelle Babylone dans le désert, un centre de pouvoir personnel pour Nabonide, mais au détriment de la cohésion et de la légitimité de l'empire traditionnel centré sur l'Euphrate. Pendant ce temps, à Babylone, Balthazar fit face à des défis considérables. Sans le roi, le festival d'Akitu ne pouvait être célébré, ce qui alimentait la colère et le sentiment d'abandon des prêtres de Marduk et d'une grande partie du peuple. L'absence de la figure royale, considérée comme le médiateur entre les dieux et les hommes, créait un vide spirituel et politique. De plus,
les ressources de l'Empire étaient divisées entre le maintien de Babylone et les vastes entreprises de Nabonide à Théma. Les routes commerciales, bien que toujours actives, étaient soumises à une surveillance moins rigoureuse et l'économie ressentait les tensions. Les marchands devaient naviguer dans un climat d'incertitude et la collectivité des impôts devenait plus difficile dans les provinces éloignées, les recettes de l'État diminuant d'environ 15% selon certaines estimations. Ces défis internes ne survinrent pas isolément. Un nouvel acteur se levait à l'est, dont l'ombre allait s'allonger progressivement sur la Mésopotamie. Cyrus le Grand, fondateur de l'Empire achéménide. Fils de Cambyse Ier, Cyrus unifia les Perses et les Mèdes, créant une puissance formidable. En 550 avant notre ère, il renversa Astiage, le roi Mède, étendant son contrôle sur un vaste territoire allant de l'Anatolie à la Bactriane. L'armée perse, composée principalement de cavaliers agiles et d'archers redoutables équipés d'arcs composites en bois et cornes, était une force d'une efficacité nouvelle. Chaque soldat portait une dague de bronze de 40 cm de long et un carquois contenant une soixantaine de flèches à pointe de bronze. Les échos de ces victoires résonnaient déjà jusqu'aux rives de l'Euphrate, comme un roulement de tonnerre lointain. Les conquêtes de Cyrus s'enchaînèrent avec une rapidité déconcertante. En 547 avant notre ère, il affronta Crésus, le richissime roi de Lydie. La bataille décisive de Tymbré, près de la capitale lydienne Sarde, fut une démonstration de la supériorité stratégique perse. Cyrus utilisa une tactique innovante, plaçant ses chameaux en première ligne pour effrayer la cavalerie lydienne, peu habituée à leur odeur. Les Lydiens, dont l'armée comptait environ 50 000 hommes, furent défaits par les 60 000 soldats perses de Cyrus, forçant Crésus à se réfugier dans sa capitale, qui tomba après un siège de 14 jours. La chute de la Lydie éliminait un tampon puissant entre la Babylonie et la Perse, et l'Empire babylonien se retrouvait désormais directement confronté à une puissance montante et ambitieuse, dont les frontières s'étendaient désormais sur plus d'1 million de kilomètres carrés. Face à cette menace grandissante, Nabonide revint de Théma vers 543 avant notre ère, dans une tentative désespérée de consolider son empire. Il essaya de rallier le soutien en ramenant les statues de culte de diverses cités mésopotamiennes à Babylone dans l'espoir de centraliser le pouvoir divin et de protéger les dieux des envahisseurs. Cette stratégie, cependant, fut perçue par certains comme une nouvelle offense aux divinités locales et une violation des traditions religieuses, affaiblissant encore davantage sa position. Les murailles de Babylone, qui s'élevaient à 15 mètres de hauteur et étaient épaisses de 10 mètres, furent inspectées et renforcées, mais la cohésion interne faisait défaut et le moral des troupes babyloniennes était miné par des années d'incertitude et de politique royale controversée. L'affrontement inévitable survint en 539 avant notre ère. Cyrus, ayant achevé ses conquêtes à l'est et à l'ouest, tourna son attention vers Babylone. La principale confrontation eut lieu lors de la bataille d'Opis, une ville fortifiée située sur les rives de la rivière Tigre, à environ 100 km au nord-est de Babylone. L'armée babylonienne, sous le commandement de Balthazar et peut-être de Nabonide lui-même, tenta de repousser les Perses. Les forces perses, estimées à 70 000 hommes, étaient plus nombreuses et mieux organisées que les 40 000 Babyloniens. Les tactiques perses, combinant l'attaque frontale d'infanterie avec des manœuvres de flanc de cavalerie,
brisèrent rapidement les lignes babyloniennes, entraînant une déroute catastrophique. Les annales babyloniennes mentionnent un massacre important des habitants d'Opis qui avaient résisté. Après la victoire d'Opis, la route vers Babylone était ouverte. Selon les chroniques babyloniennes, la capitale tomba sans combat significatif. Le général perse Gobrias pénétra dans la ville le 16e jour du mois de Tishri, équivalent à octobre, et le 17e jour, le roi Nabonide fut capturé. L'entrée de Cyrus lui-même, quelques semaines plus tard, fut un événement soigneusement orchestré. Les récits grecs, comme ceux d'Hérodote et de Xénophon, décrivent une ruse audacieuse où les Perses auraient détourné le cours de l'Euphrate, dont le fleuve traversait la ville, pour s'infiltrer par les lits asséchés, surprenant ainsi les Babyloniens lors d'un festin. Cependant, les sources babyloniennes suggèrent une entrée plus pacifique, avec le soutien d'une partie de la population et de la prêtrise de Marduk, mécontente de Nabonide. Le cylindre de Cyrus, une tablette d'argile inscrite en cunéiforme, découverte au XIXe siècle, offre un aperçu précieux de la propagande perse. Cyrus s'y présente comme le libérateur, choisi par Marduk lui-même pour restaurer l'ordre et le culte juste après les déviations de Nabonide. Il y déclare avoir ramené les statues divines dans leur temple d'origine, qu'il a restauré avec soin, et avoir permis aux populations exilées de retourner dans leur foyer. Ce texte, mesurant 23 cm de long, est une proclamation de tolérance religieuse et culturelle, une politique qui contrastait fortement avec les déportations massacres des empires assyriens et babyloniens précédents. Cyrus se positionnait non pas comme un conquérant brutal, mais comme un souverain bienveillant, respectueux des traditions locales, ce qui facilita grandement l'intégration de Babylone dans son empire. La chute de Babylone en 539 avant notre ère marqua la fin de son indépendance en tant qu'entité impériale, une fin qui ne fut pas sanglante et destructive comme celle de Ninive, mais plutôt une transition politique et administrative. La ville devint une satrapie, province, importante de l'empire achéménide, conservant une grande partie de son infrastructure et de son influence culturelle et économique. Les Perses, loin de piller ou de détruire, comprirent la valeur stratégique et symbolique de Babylone. Ils utilisèrent ses scribes, ses administrateurs et ses ingénieurs pour gérer leur vaste empire, adoptant même certaines de ses pratiques administratives et architecturales. Les routes commerciales restèrent actives, reliant la cité à un empire encore plus vaste, s'étendant désormais de l'Indus à la Méditerranée. Les conséquences de cette transformation furent ressenties à travers le Proche-Orient. Le décret de Cyrus, rapporté dans les livres bibliques d'Esdras et de Néhémie, permit aux Juifs exilés à Babylone de retourner à Jérusalem et de reconstruire leur temple, offrant ainsi un nouveau chapitre à leur histoire. Cette politique de rapatriement et de respect des cultes locaux fut une caractéristique essentielle de la domination perse, qui contrastait avec l'approche plus centralisatrice et parfois oppressive des empires précédents. Babylone, bien que n'étant plus le centre d'un empire indépendant, demeurait une métropole de premier plan, un nœud commercial et culturel dont les bibliothèques et les écoles de scribes continuèrent de fonctionner, transmettant un savoir millénaire aux nouvelles générations de l'empire achéménide. Pourtant, la perte de son statut de capitale impériale eut des effets profonds. Les grands projets de construction, tels que ceux de Nabuchodonosor II, cessèrent progressivement, et la splendeur architecturale de la ville commença lentement à s'estomper, non par destruction,
mais par une lente érosion due au temps et à la dérivation des ressources vers d'autres centres de pouvoir perses, comme Suse ou Persépolis. La vie quotidienne, bien que continuant de suivre ses rythmes ancestraux, les marchands commerçants, les artisans façonnants, les prêtres officiants, était désormais inscrite dans un cadre politique différent. Le bruit des charrettes sur les pavés et le murmure des palmiers dattiers restaient les mêmes, mais les décisions cruciales étaient prises à des centaines de kilomètres de là, dans les lointaines capitales perses. Ainsi, comme la lumière du soleil décline doucement après son zénith, laissant place aux ombres apaisantes du crépuscule, l'éclat impérial de Babylone subit une transformation inéluctable. De ces bouleversements, comme de la cendre naît la terre nouvelle qui nourrit de futures récoltes, allait émerger une continuité inattendue, un héritage qui, à travers les échos des empires et le passage des siècles, allait se déposer dans le grand fleuve de l'histoire universelle, attendant que de nouvelles forces en redessinent les contours. De ces transformations profondes et des réalignements politiques qui marquèrent la chute de son indépendance impériale, émergea pour Babylone non pas une disparition, mais une métamorphose lente et une persistance silencieuse. Les siècles qui suivirent ces bouleversements révélèrent comment l'héritage d'une civilisation plurimillénaire pouvait transcender les conquêtes, s'infiltrer dans les structures des empires successifs et laisser des traces indélébiles dans la mémoire collective, ainsi que dans le sol même de la Mésopotamie. La ville, bien que n'étant plus le siège d'un pouvoir indépendant, continua de vivre, de respirer, ses pratiques ancestrales persistant sous de nouvelles tutelles et ses innovations se propageant bien au-delà de ses anciennes frontières. Le vent du désert, qui soufflait sur les monuments autrefois éclatants, portait désormais les murmures d'une histoire en mutation, où le passé s'accrochait au présent avec une ténacité discrète. Sous la domination achéménide, qui débuta en 539 avant notre ère, Babylone fut élevée au rang de capitale régionale, une satrapie essentielle, ce qui permit le maintien d'une grande partie de ses structures administratives et économiques. Les rois perses, notamment Darius Ier au tournant du 5e siècle avant notre ère, comprirent la valeur stratégique et symbolique de la cité. Ils utilisèrent les scribes babyloniens, formés aux arcanes du cunéiforme et aux subtilités de la gestion des ressources agricoles et fluviales, pour administrer leur vaste empire. Des milliers de tablettes d'argile, découvertes à Persépolis et Suse, témoignent de l'emploi de spécialistes babyloniens pour la comptabilité, les contrats légaux et la rédaction d'inventaires. Le réseau routier perse, notamment la célèbre route royale, reliant Suse à Sardes, sur près de 2600 km, intégrait Babylone comme un nœud commercial vital, facilitant le transit de marchandises telles que le lapis-lazuli d'Afghanistan, l'encens d'Arabie et le bois de cèdre du Liban. L'impact de la politique achéménide fut également visible dans la continuité religieuse. Contrairement aux empires précédents, les Perses adoptèrent une approche de tolérance, comme en témoigne le cylindre de Cyrus. Le culte de Marduk, bien que n'étant plus le culte d'État d'une puissance indépendante, continua d'être pratiqué dans le temple des Agilas. Les prêtres babyloniens conservèrent une grande partie de leurs privilèges et de leurs fonctions rituelles, assurant la pérennité des traditions ancestrales. Le festival d'Akitu, après une interruption sous Nabonide, fut rétabli et célébré chaque printemps, renouvelant symboliquement le cycle cosmique et la légitimité du souverain en place. Des inscriptions découvertes sur le site du temple de Nabu à Borsippa, datant du règne de Xerxès Ier,
586 à 465 avant notre ère, confirme que les offrandes et les rituels dédiés aux divinités mésopotamiennes se poursuivirent sans interruption majeure, marquant une adaptation plutôt qu'une destruction. Cependant, la grandeur architecturale de Babylone, qui avait atteint son apogée sous Nabuchodonosor II, commença son lent déclin sous la domination achéménide. Bien que la ville fût maintenue et ses murailles encore impressionnantes, les murs intérieurs atteignant 10 mètres d'épaisseur et 15 de hauteur, les extérieurs 20 mètres d'épaisseur, les grands projets de construction monumentale cessèrent. Les ressources étaient désormais dirigées vers les nouvelles capitales perses, comme Suse et Persépolis, où des palais en pierre et briques cuites, ornés de reliefs polychromes, voyaient le jour. La porte d'Ishtar et la voie processionnelle furent entretenues, mais aucune nouvelle ziggurat ou temple d'ampleur comparable ne fut érigée à Babylone. L'absence d'ambition architecturale royale sur le site marqua une première étape dans la transformation progressive de Babylone d'une capitale vibrante en une ville provinciale, ses édifices perdant lentement de leur éclat sous l'effet du temps et de l'entretien réduit. La vie quotidienne à Babylone, au fil des décennies achéménides, conserva de nombreux aspects de ses rythmes ancestraux. Les marchés, emplis des mêmes arômes d'épices comme le cumin et la coriandre, des dattes sucrées et de la viande séchée, continuaient de vibrer de l'activité des marchands et des artisans. Les écoles de scribes perpétuaient l'enseignement du cunéiforme, transmettant des savoirs en mathématiques et en astronomie à de nouvelles générations, même si l'araméen, avec son écriture alphabétique plus simple, gagnait progressivement du terrain comme langue administrative et commerciale. Les ateliers de potiers, de tisserands et de métallurgistes produisaient toujours leurs biens, utilisant des techniques séculaires. Le murmure de l'Euphrate demeurait une constante, et les champs environnants continuaient de produire de l'orge et du blé grâce à des systèmes d'irrigation entretenus, mais l'ambiance générale de la ville, jadis le cœur battant d'un empire, était devenue plus sereine, moins axée sur la démonstration de puissance. La conquête de l'empire perse par Alexandre le Grand en 331 avant notre ère marqua un nouveau tournant. Après la bataille de Gaugamel, où l'armée perse fut défaite, Alexandre entra triomphalement dans Babylone. Les habitants l'accueillirent comme un libérateur, et il fut salué comme le nouveau roi de Babylone, une position qu'il accepta avec respect pour les coutumes locales. Alexandre avait de grands projets pour la cité. Il souhaitait en faire la capitale de son nouvel empire mondial, entreprenant même la restauration de l'Etemenanki, la ziggurat de Marduk, qui avait été laissée à l'abandon par les Perses. Des milliers d'hommes furent mobilisés pour dégager les débris et préparer la reconstruction des fondations massives qui s'élevaient sur 91 mètres de côté. Malheureusement, la mort prématurée d'Alexandre en 323 avant notre ère, dans le palais de Nabuchodonosor II, mit fin à ses ambitions. Les décennies qui suivirent furent une période de guerres incessantes entre les diadoques, les généraux d'Alexandre, se disputant les fragments de son empire. La Mésopotamie tomba finalement sous le contrôle de Séleucos Ier Nicator, qui fonda l'empire séleucide. Séleucos, suivant une logique hellénistique de création de nouvelles capitales à la grecque, prit une décision qui allait sceller le destin de Babylone. Il fonda la cité de Séleucie sur le Tigre vers 305 avant notre ère, à environ 90 km au nord de Babylone, sur les rives du Tigre. Cette nouvelle ville, conçue avec une grille de rues orthogonales, des théâtres et des gymnases à la grecque, devint le centre politique, économique
et culturelle de la région. Ce transfert de capitale fut une cause structurelle majeure du déclin démographique et urbain de Babylone, entraînant une migration progressive de sa population et de ses élites. Avec l'établissement de Séleucie, Babylone commença un processus d'abandon lent mais inexorable. La plupart des marchands, des artisans qualifiés et des fonctionnaires administratifs s'installèrent dans la nouvelle capitale, attirés par les opportunités et le patronage royal. Les grands édifices de Babylone, privés d'entretien régulier et de nouvelles constructions, tombèrent progressivement en ruine. Les Téménonki, dont la reconstruction avait été initiée par Alexandre, ne fut jamais achevée et ces briques furent probablement réutilisées pour des constructions moins ambitieuses ou pour des projets à Séleucie. Strabon, le géographe grec écrivant au 1er siècle de notre ère, décrivait Babylone comme une ville en ruine, avec de vastes zones désertes et seulement quelques habitations dispersées. Il mentionne spécifiquement les murs massifs de briques cuites de 30 cm de côté, encore visibles mais désormais encadrant une cité fantôme. Cependant, même dans son déclin physique, Babylone continua d'exercer une influence intellectuelle notable, particulièrement dans le domaine de l'astronomie et de l'astrologie. Les savants grecs, tels que Ptolémée, au second siècle de notre ère, reconnaissaient la supériorité des Chaldéens, le nom grec pour les astronomes babyloniens, en matière d'observation céleste. La tradition babylonienne des éphémérides, des tables précises de la position des corps célestes et des prédictions basées sur l'observation des étoiles fut transmise au monde hellénistique. Des tablettes cunéiformes datant de l'époque séleucide et même parthienne, découvertes sur le site de Babylone, contiennent des calculs complexes sur les mouvements de la Lune et des planètes, prouvant que cette activité intellectuelle persista, bien que dans des cercles plus restreints, jusqu'au 1er siècle de notre ère. La dernière tablette cunéiforme, datée avec certitude, remonte à 75 après notre ère, marquant la fin de plus de 3 millénaires d'écriture cunéiforme. Lorsque les Parthes prirent le contrôle de la Mésopotamie au milieu du IIe siècle avant notre ère, puis les Sassanides au début du IIIe siècle de notre ère, Babylone était déjà une ville largement dépeuplée et en ruine. Elle devint un site archéologique à ciel ouvert avant même l'ère moderne. Des villages plus modestes s'installèrent parfois sur les monticules de ces ruines, réutilisant les briques millénaires pour construire des habitations plus humbles, dont les vestiges de murs de briques crues et de tuiles en terre cuite ont été retrouvés lors des fouilles. La vie religieuse, telle qu'elle était, se concentra autour de petits sanctuaires locaux, le grand temple de Marduk étant une ombre de son passé. Le cours de l'Euphrate, comme un serpent capricieux, s'éloigna progressivement du centre historique de la ville au fil des siècles, contribuant à l'ensablement et à l'oubli des structures restantes, les recouvrant d'une couche de limon et de sable atteignant parfois plusieurs mètres d'épaisseur. La mémoire de Babylone, cependant, ne fut jamais complètement effacée. Elle survécut à travers les récits bibliques, où elle est dépeinte comme un symbole de puissance et de démesure, un lieu d'exil et de jugement divin. Les prophètes de l'Ancien Testament, tels que Jérémie et Daniel, immortalisèrent le nom de Babylone, et l'épisode de la captivité de Babylone marqua profondément l'imaginaire judéo-chrétien, influençant des générations de théologiens et d'artistes. La tour de Babel, bien qu'une réinterprétation mythique, est une résonance lointaine de l'Etéménonki, la grande ziggurat, dont les briques cuites s'élevaient vers le ciel sur une base carrée de 91 mètres de côté. Ces récits, transmis par écrit et oralement, assurèrent que le nom de Babylone
continuerait de murmurer à travers les âges, même lorsque ces murs étaient enfouis sous le sable. Les écrivains de l'Antiquité classique, tels qu'Hérodote au 5e siècle avant notre ère, et plus tard Diodore de Sicile et Strabon, contribuèrent également à maintenir le souvenir de Babylone. Hérodote décrivit la ville avec des murs de 60 coudées de largeur, environ 30 mètres, et 200 coudées de hauteur, environ 100 mètres, des chiffres probablement exagérés, mais témoignant de l'impression laissée par les fortifications massives de briques cuites et de bitume. Il fut le premier à mentionner les jardins suspendus, une merveille du monde antique dont l'existence réelle reste débattue, mais qui incarnait la démesure et l'ingéniosité babylonienne. Ces descriptions, bien que parfois mêlées de légendes, devinrent les sources principales par lesquelles les générations futures en Occident appréhendèrent la splendeur de Babylone, contribuant à son statut mythique. Le site de Babylone, réduit à de vastes monticules de terre appelés tels par les populations locales, attira la curiosité des explorateurs européens à partir du XVIIe siècle. Pietro della Valle, un voyageur italien, visita les ruines en 1616 et en décrivit les briques estampillées. Au XVIIIe siècle, Carsten Niebuhr, un cartographe danois, fut parmi les premiers à établir des plans précis des monticules, identifiant Babil et Castres comme les sites des principaux vestiges. Ces observations préliminaires préparèrent le terrain pour l'ère des fouilles archéologiques systématiques, qui allaient enfin révéler au monde la grandeur enfouie sous le désert, dégageant des murs de briques d'adobe de 30 cm de côté et de 6 cm d'épaisseur. C'est au XIXe siècle que la redécouverte de Babylone prit un essor scientifique. Au cours des années 1840, Austen Henry Layard, puis d'autres archéologues, commencèrent à explorer les sites mésopotamiens, mais ce fut Robert Koldewey, travaillant pour la Société orientale allemande, qui mena les fouilles les plus étendues et méthodiques à Babylone de 1899 à 1917. Pendant 18 ans, Koldewey et son équipe dégagèrent la voie processionnelle, la porte d'Ishtar et les fondations du palais de Nabuchodonosor II, avec ses briques glacurées ornées de lions, de dragons mouchouchus et de taureaux. Il fut le premier à établir des dimensions précises. La porte d'Ishtar, avec ses murs de 12 mètres de hauteur encore visibles, était composée de briques d'argile cuite de 32 cm de côté et de 6 cm d'épaisseur, pesant chacune environ 8 kg. Les découvertes de Koldewey et de ses successeurs révélèrent l'ingénierie et l'art babylonien avec une précision stupéfiante. La voie processionnelle, large de 20 mètres, était pavée de blocs de calcaire et de briques cuites, chaque brique étant estampillée du nom de Nabuchodonosor II. Ces fouilles permirent de comprendre en détail la structure des palais royaux, avec leurs cours intérieures, leurs salles d'audience et leur système de drainage sophistiqué. Elles mirent également en lumière l'art de la céramique glacurée, dont les couleurs éclatantes de bleu, jaune et blanc, obtenues par des oxydes métalliques spécifiques, cobalt pour le bleu, antimoine pour le jaune, résistent encore aujourd'hui. Ces vestiges, témoins silencieux d'une civilisation passée, furent méticuleusement documentés, mesurés et photographiés, offrant une fenêtre tangible sur le quotidien et les ambitions d'un peuple. L'héritage de la civilisation babylonienne, au-delà de ses ruines, est profondément enraciné dans les fondations de notre propre monde moderne. En mathématiques, le système sexagésimal babylonien, basé sur 60, survit dans notre division du temps, 60 secondes par minute, 60 minutes par heure, et dans la mesure des angles, 360 degrés dans un cercle.
Des tablettes comme Plimpton 322, datant d'environ 1800 avant notre ère, démontrent une compréhension avancée de la trigonométrie et des triplets pythagoriciens, 1000 ans avant Pythagore. Ces connaissances étaient utilisées pour l'arpentage des terres agricoles le long de l'Euphrate, la construction d'édifices monumentaux et le calcul des trajectoires célestes, prouvant l'application pratique de concepts mathématiques complexes. En astronomie, les Babyloniens furent les pionniers de l'observation systématique des corps célestes, accumulant des millénaires de données. Leurs enregistrements précis des phases de la Lune, des éclipses solaires et lunaires et des mouvements planétaires ont été cruciaux pour le développement de l'astronomie grecque, puis arabe et enfin européenne. Le concept du zodiaque, divisé en 12 signes, trouve son origine en Mésopotamie, utilisé pour des prédictions astrologiques et la détermination des cycles agricoles. Des tables astronomiques, gravées sur des milliers de tablettes d'argile, contenaient des algorithmes permettant de prédire les phénomènes célestes avec une précision remarquable, des siècles avant l'invention du télescope, utilisant uniquement des gnomons de bronze de 2 mètres de hauteur et des clepsydres à eau. Les systèmes légaux et administratifs babyloniens, bien que plus anciens que l'empire de Nabuchodonosor, ont également laissé des marques. Le code de Hammurabi, datant du XVIIIe siècle avant notre ère, est un exemple précoce de loi écrite, structurée et appliquée par l'État, influençant les concepts de justice et de droit dans le Proche-Orient antique. L'organisation bureaucratique de Babylone, avec ses fonctionnaires hiérarchisés, ses archives méticuleuses et ses contrats écrits, a servi de modèle pour les empires successifs, y compris les Perses, les Grecs et les Romains. Des documents juridiques, tels que des contrats de vente, des testaments et des jugements, écrits sur des tablettes d'argile de 10 cm sur 12, fournissent des détails sur les interactions sociales et économiques, ainsi que sur les sanctions encourues pour diverses infractions allant du vol à la rupture de contrat. La littérature babylonienne, avec l'épopée de Gilgamesh, dont les versions les plus complètes datent d'environ 1200 avant notre ère, est l'une des plus anciennes œuvres littéraires de l'humanité. Ce récit épique, explorant des thèmes universels tels que l'amitié, la quête d'immortalité et la confrontation avec la mort, a influencé les traditions littéraires ultérieures, y compris certains récits bibliques. Le mythe du déluge, par exemple, trouve des parallèles frappants dans l'épisode d'Utnapishtim dans Gilgamesh. Ces textes, copiés par des générations de scribes sur des tablettes d'argile, témoignent de la richesse de la pensée babylonienne et de sa capacité à questionner la condition humaine, laissant un héritage immatériel d'une valeur inestimable. Aujourd'hui, les ruines de Babylone, s'étendant sur une superficie de plus de 10 km², sont un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Elles continuent d'être l'objet d'études archéologiques et d'efforts de conservation, notamment pour stabiliser les murs de briques d'adobe et les structures en briques cuites face aux intempéries et à l'érosion éolienne. Les musées du monde entier exposent les trésors de Babylone, de la porte d'Ishtar au Pergamon Museum de Berlin, aux tablettes cunéiformes du British Museum. Ces objets, faits d'argile, de bronze et de pierre, sont les ambassadeurs silencieux d'une civilisation qui, malgré son déclin politique, continue de nous parler à travers ses chiffres, ses étoiles, ses lois et ses récits. Le vent du désert murmure toujours à travers les vestiges de ces murs, portant les échos d'une grandeur passée, mais aussi la persistance d'un savoir qui a traversé les âges. Ainsi, comme la rivière Euphrate poursuit son chemin inlassable à travers le temps, charriant avec elle les sédiments des civilisations passées, Babylone, bien que transformée en un champ de ruines, a déposé son héritage dans le grand fleuve de l'histoire humaine.
les échos de ses innovations mathématiques, de ses observations célestes et de ses récits mythiques continuent de résonner, traversant les voiles des siècles, tels des murmures d'une sagesse ancienne qui s'est fondue dans le présent. Ces fondations, invisibles sous la surface du temps, soutiennent encore des pans entiers de notre connaissance, témoignant de la continuité majestueuse de l'esprit humain à travers les âges. Bonsoir et soyez les bienvenus à la fin de notre long voyage à travers les sables du temps. Un périple qui nous a mené des premières briques d'argile, des ziggurates primitives, aux éclats de glaçure bleue de la porte d'Ishtar, jusqu'aux murmures silencieux des ruines actuelles. Nous avons parcouru les siècles de Babylone, exploré ses origines le long des fleuves fertiles, assisté à l'épanouissement de ses villes et de sa vie quotidienne, contemplé la splendeur de son apogée impérial, navigué à travers ses transformations et ses défis, et enfin découvert l'empreinte indélébile de son héritage sur le monde. Nous avons respiré l'air d'anciens marchés, senti les parfums d'épices et d'encens, écouté les sons des artisans et les chants des prêtres, et imaginé la lumière des lampes à huile éclairant les tablettes cunéiformes. Cette civilisation, comme tant d'autres qui ont fleuri puis se sont estompées sous le soleil du désert, nous rappelle la fugacité des empires et la persistance inébranlable du génie humain. Ces murs de briques cuites, autrefois fièrement dressés vers le ciel, sur des hauteurs de 15 mètres, se sont désagrégés. Mais les fondations de son savoir continuent de soutenir des pans entiers de notre compréhension du monde. L'éclat des astres qu'observaient les prêtres babyloniens dans leurs observatoires carrés de 10 mètres de côté continue de guider nos propres explorations célestes, et les principes mathématiques qu'ils développèrent pour mesurer leur champ le long de l'Euphrate demeurent inscrits dans les rouages de notre temps. L'histoire de Babylone n'est pas une page tournée et oubliée, mais un palimpseste où de nouvelles écritures se superposent sans jamais effacer complètement les précédentes. Chaque vestige, chaque mot gravé sur une tablette d'argile de 20 cm sur 15, chaque fragment de poterie émaillé de couleur bleu cobalt est un écho lointain, un fil tendu entre notre présent et un passé riche et complexe. Ces traces millénaires nous enseignent la continuité, la manière dont les civilisations se construisent les unes sur les autres, dont les idées voyagent à travers les frontières et les époques, transformant le monde de manière souvent imprévue. Maintenant, alors que les dernières images de Babylone s'estompent doucement et que les échos de son passé se dissolvent dans le silence de la nuit, nous te convions à reposer. Laisse ces récits millénaires s'ancrer dans tes pensées, comme les racines d'un palmier dattier plongent profondément dans la terre fertile, puis s'estomper délicatement à la lisière de ton sommeil. Le temps continue son cours éternel, et l'histoire poursuit son murmure discret, même lorsque la conscience s'abandonne au repos. Dors paisiblement, cher compagnon de voyage à travers le temps, que les rêves qui t'habitent soient aussi vastes et sereins que les cieux au-dessus de l'ancienne Mésopotamie, que la tranquillité de la nuit enveloppe ton esprit. Laisse les vestiges de Babylone t'accompagner dans un sommeil réparateur, où le passé et le présent se fondent dans une douce harmonie. Dors bien.